l'ère du numérique, maintenant, ça a un peu bouleversé notre rapport aux écrans et les enfants sont les premiers exposés à cette évolution. Les smartphones sont devenus omniprésents dans notre vie et nos enfants n'y échappent pas. Dans la salle de classe, dans les salons, ces outils numériques façonnent vraiment notre façon même d'apprendre maintenant et de se divertir, de communiquer. Mais à quel prix? Entre troubles du sommeil, baisse de concentration, isolement, éloignement des traditions culturelles, la question se pose, c'est comment encadrer au mieux l'usage des écrans pour nos enfants. Et aujourd'hui, on va en parler avec Magali Marsin, qui est quatrième adjointe au maire de la ville des Abîmes et déléguée au numérique, qui intervient... De fonction. Oui, qui Oui. intervient C'est dans pas le tout, hein. ZC pour sa chronique Numéramag, on n'oublie pas. Oui. Et troisième? Oui. Alors, c'est quoi le troisième? Vas-y. Non, c'est bon, on continue pas. Non, on Je continue, l'embête on continue. aujourd'hui. Ok, d'accord, merci. Donc, il va nous parler vraiment de l'aspect législatif et des politiques publiques en matière du numérique avec Natacha Mélion, donc, qui est chef d'entreprise et directrice de l'association SAGE. Donc, c'est l'association sensibiliser et accompagner la jeunesse. Donc, on aura vraiment ce versant jeunesse qu'elle va nous apporter aussi parents, puisque c'est aussi le cas. Et avec Karine Louisy, donc, qui est thérapeute, sophrologue, on aura vraiment l'impact sur la santé et justement les solutions qu'on pourrait amener pour les familles et pour les enfants pour sortir de cette addiction. Et c'est aussi elle qui est à l'origine de ce débat, puisqu'elle a écrit un article qui est paru dans le CCN qui s'appelait Un meilleur ennemi au cœur de nos foyers. Et justement, on va démarrer par cette Je appellation. remercie Karine pour l'article. Tout à fait. Qui a été bien lu d'ailleurs. Oui, et que vous pouvez retrouver sur CCN, bien sûr, pour ceux qui veulent continuer cet approfondissement. Donc, on va, avant de démarrer, parce que pour lancer un peu le sujet, on va avoir une première vidéo qui va nous parler de cet effet justement sur la santé pour les jeunes. On lance la première vidéo pour lancer le débat. Smartphone, tablette, télévision, les incitations à rester devant un écran sont partout autour de nous. Et ce n'est pas sans risque. D'après plusieurs études, plus un enfant passe de temps devant un écran, plus il a de difficultés à lire, à dormir ou à se concentrer. Et moins il développe son vocabulaire aussi. C'est pour ça que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande de bannir les écrans pour les enfants de moins de 2 ans. Et de Les jeux vidéo sur ordinateur ou sur smartphone sont amusants et sur les médias sociaux, c'est gratifiant quand les gens likent nos photos ou nos vidéos. Dans ces cas-là, notre cerveau réagit comme à une récompense. Il libère de la dopamine, un neurotransmetteur qui fait qu'on se sent mieux. C'est pour ça qu'on veut passer de plus en plus de temps sur l'écran jusqu'à ne plus pouvoir s'en passer. On finit par oublier tout ce qui nous entoure, l'école, les amis, la famille. C'est ce qu'on appelle la dépendance aux écrans. Pourquoi les écrans ne sont-ils pas bons pour le corps? Bon, on n'en perd pas la vue, mais quand il y a trop d'écrans, nos yeux sont surmenés et ça entraîne des maux de tête. Et puis souvent, les personnes qui passent beaucoup de temps sur leur smartphone ou leur ordinateur ne font pas assez d'exercice et se nourrissent mal. Conséquence, maux de dos et surpoids. S'y ajoutent des troubles du sommeil, et quand on ne dort pas assez, notre psychisme en souffre, on se sent vide et triste. Tout cela affaiblit notre système immunitaire et on tombe plus vite malade. Voilà, donc les effets concrets sur la surexposition des écrans. Par rapport à l'article, je reviens dessus. Pourquoi mon meilleur ennemi? Alors parce que il est à la fois un outil formidable, hein, c'est quelque chose qui nous est très utile au quotidien, ça nous connecte au monde, ça nous permet de communiquer effectivement plus facilement avec les autres et d'avoir accès à toutes sortes d'informations. Et en même temps, au lieu de nous rapprocher, c'est un outil qui nous éloigne. Donc, c'est un vrai bouleversement sociétal depuis l'arrivée des smartphones. Donc, moi, en tout cas, dans mon cabinet de thérapeute, je reçois en fait de plus en plus de familles qui se retrouvent un petit peu coincées avec ce nouvel outil. Et j'ai notamment une de mes patientes qui est venue me voir en me disant que la nouvelle maîtresse de son mari et un smartphone parce qu'en fait, ils ne parlent plus entre eux, ils ne sortent plus. Ils restent à la maison et ça provoque des disputes, ça provoque en fait des conflits, des tensions avec les enfants pour discuter de leur temps d'appréhension en fait de l'outil. Donc voilà, c'est quelque chose qui est utile et en même temps qui cause en fait beaucoup de dégâts.
sur les relations familiales. Sur les relations familiales, mais aussi vraiment sur la santé, ça impacte, on a parlé du sommeil, ça peut entraîner une hausse de l'anxiété, des troubles comportementaux, des troubles de concentration, d'attention. Comment, dans les consultations que tu peux avoir, tu le vois, comment ça se manifeste? Effectivement, on arrive avec toutes sortes de symptômes, donc les troubles du comportement, comme tu disais, les gens sont irrités, agressifs, et quand ils sont privés des écrans, c'est des vraies crises en fait de colère. On parle d'addiction. Parle d'addiction vraiment. Il y a une anxiété aussi qui est latente. Les personnes et souvent les jeunes sont dans une forme de compulsion à l'outil, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en train de scroller et puis ils ont peur vraiment de rater une information. Donc on va dire, pour imiter un petit peu leur manière de parler, qu'ils ont peur de ne plus avoir la ref, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel ils passent beaucoup de temps. Ça provoque des troubles du sommeil, donc les temps de repos ne sont pas suffisants. Il y a une mauvaise qualité du sommeil aussi, du coup, fatigue chronique, déconcentration, somnolence en journée. Ils s'avachissent carrément, en fait, dans les salles de classe sur leur bureau. Voilà. Donc ça impacte aussi sur la scolarité. Une baisse aussi de la motivation et des performances scolaires, des performances aussi professionnelles, hein, parce qu'à chaque fois on parle beaucoup des enfants et des jeunes, mais on observe les mêmes choses aussi au niveau des adultes. Et puis il y a un isolement progressif, donc on est de plus en plus sur soi, sans pouvoir s'ouvrir en fait aux autres. D'accord. Natacha, est-ce que c'est ce genre de réflexion auprès de la jeunesse, puisque tu es vraiment en contact avec eux, est-ce que tu ressens ce même discours auprès d'eux? Alors, par exemple, chez moi, c'est pas la même chose, que ma fille n'a pas d'addiction. Dès le début, j'ai mis des règles. Dès le départ, elle a 9 ans, 9 ans et demi, enfin elle aura 10 ans cette année. Dès le départ, j'ai mis des règles et puis j'observe. Et puis j'ai tendance à l'éduquer en lui montrant les choses. J'ai pas peur de lui montrer ce qui est néfaste. J'ai pas peur de lui montrer des vidéos sur YouTube, sur tout ce qui, en fait, tout ce qui est négatif. Et par rapport à la santé, j'aimerais aussi rajouter que le contact trop régulier avec la radiofréquence peut entraîner des cancers aussi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais depuis 2011, ils avaient parlé de ça aussi. Par rapport au smartphone ou autre, la radiofréquence, c'était pas bon. L'exposition trop fréquente. Et autour de moi, je le vois. Je le vois parfois dans mon entourage. Lorsque je discute avec les jeunes au niveau des téléphones, je ne les connais pas assez profondément. Je ne peux pas faire une analyse de ce qui se passe chez eux. On ressent. Après, ce qui est bien, c'est que lorsque je passe dans les établissements scolaires et quand je discute beaucoup, on sent qu'il y en a qui font la part des choses. Et ça, c'est important. On sent une certaine maturité de certains jeunes donc, qui comprennent qu'il y a le téléphone, on peut s'amuser, mais il y a un temps pour tout. Et ça, c'est le plus important, c'est ne pas tomber dans l'addiction. Et donc, justement, j'ai remarqué quand même qu'il y a quelques années, le troisième parent, c'était la télé. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le troisième parent, c'est devenu le smartphone? Parce que souvent, qu'on soit dans des réunions ou les endroits où les parents sont occupés, on dit, allez, tiens-moi le smartphone, amuse-toi. Si, c'est toujours une réalité. Effectivement, on parle du numérique babysitter, en fait. Donc, c'est très facile, très bon vous le voyez dans les files d'attente, on le voit dans les salles d'attente, chez le médecin, d'office. Partout. Effectivement, on sait qu'ils vont rester en fait captifs dessus, ils vont pas courir partout, ils vont pas parler, crier. C'est un moyen de les calmer, mais en même temps, on leur donne quelque chose de nocif. Voilà. Je peux même donner un exemple. Dernièrement, au carnaval de dimanche. Oui. Théoriquement, l'enfant est là pour regarder le carnaval. Oui. L'enfant est dans la poussette avec un smartphone en train de regarder YouTube ou autre chose. C'est pas cohérent. Wow. Mais on va en parler tout à l'heure de l'âge et tout ça. La solution, c'est avoir des règles strictes comme tu fais, et interdire carrément le téléphone? Alors, je n'ai pas de règles strictes parce que comme je dis dès le départ, quand le téléphone a été accepté à la maison, puisque bon, par exemple tu disais poussette et tout, moi j'ai pas accepté le téléphone avant au moins 5 ans, 6 ans, parce que je vois que beaucoup on dit pas avant 2 ans, mais moi je trouve que 2 ans c'est beaucoup trop jeune déjà, 2, 3, 4 ans c'est trop jeune.
Il y a d'autres solutions. Je roulais, j'avais un petit livre, j'avais un truc dans la voiture, j'ai toujours les CD interactifs qui parlent, on chantait. Enfin, il faut trouver aussi une activité pour éviter le téléphone. Le téléphone n'est pas la seule solution, mais il y a des règles. C'est-à-dire, déjà dans la semaine, on peut oublier. En fait, ma fille n'a pas de téléphone, je le précise, parce que pour moi, à 9h30, c'est inconcevable. Mais j'ai toujours les anciens iPhones qui sont là, avec lesquels ils peuvent utiliser pour faire de temps en temps, ils jouent de temps en temps. Il peut être oublié, on peut ne même pas savoir là où il est dans la semaine. Donc, je sais qu'il n'y a pas d'addiction. Je ne vais pas avoir le réflexe, lorsque je suis quelque part, de donner le téléphone d'office. Si elle me le demande pour quelque chose, elle me dit « Maman, je peux regarder », elle va me le demander. Mais si je fais déjà l'erreur en tant que parent de donner le téléphone, ça veut dire que le problème vient de moi, en tant que parent. J'estime qu'il vient de moi. Et justement, est-ce que les parents ils sont suffisamment outillés pour connaître déjà qu'il y a des dangers? On fait l'émission aujourd'hui, mais est-ce que concrètement, les parents sont conscients en fait, de ce danger-là? Mais moi, c'est justement ce que je reproche. On voit beaucoup de publicité, on voit beaucoup de choses. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'informations dessus. J'aurais aimé qu'il y ait beaucoup plus d'affiches, de 4x3, de campagnes dessus, le téléphone, machin, la concentration, le cancer, enfin de tout pour peut-être pas effrayer, mais peut-être plus éveiller les parents. Parce que parfois, je me pose la question. Je me demande justement, est-ce qu'eux-mêmes sont conscients de la gravité de toujours vouloir donner un téléphone. Et comme j'ai adoré le terme tout à l'heure, là, le babysitter, on a l'impression que c'est le téléphone qui doit faire le travail. On est soulagé, c'est bon, tiens. C'est ce que je vois. J'ai une entreprise, je le vois dans mon entourage, je vois au quotidien. Des fois, je me dis, l'enfant n'a rien demandé, il est là tranquillement. Pourquoi, en fait, d'office lui donner ce téléphone? Il ferme sa bouche. Il n'a pas besoin de ça. Non, mais je pense qu'on ira très, très loin dans ça. Ouais, justement, Magali, est-ce que tu peux nous parler de la loi qui encadre justement l'usage? Alors, la loi. Au niveau, oui, la loi, c'est la loi, mais effectivement, il y a aussi les usages, puisque de toute façon, il n'y a pas un policier derrière chaque citoyen. Bien sûr. Donc, c'est à nous aussi de nous autodiscipliner. Alors, depuis 2018, effectivement, ils ont interdit les téléphones portables dans les établissements scolaires. Il y a interdit. Alors, il y a certains établissements, on ne veut pas voir le téléphone portable dans la main de l'enfant durant les cours et pendant la période où il est dans l'enceinte de l'établissement, collège, lycée et école primaire. Mais il y a 5 établissements qui ont pris des mesures renforcées puisqu'on se rendait compte que malgré l'interdiction de laisser le portable dans le sac et qu'on ne doit pas le voir, c'est très facile de fouiller dans le sac, d'écrire un petit SMS, etc. Donc, ils ont fait en sorte d'avoir des casiers à Pointe-à-Pitre, d'avoir des casiers où on dépose le téléphone à l'entrée du collège. C'est surveillé quand même, oui, tout à fait. Oui. Ça deviendra de plus en plus ça, puisque c'est très dangereux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est d'accord que c'est un outil qui nous accompagne tous les jours, H24 pratiquement, mais qui peut être tout aussi nocif. On parle aussi, par exemple, de vidéos faites à la volée, de combats entre des enfants. Oui, on dégaine tout de suite le téléphone avant au lieu d'appeler à l'aide. Au lieu d'aider et au lieu d'intervenir. C'est exactement ça. Au lieu d'appeler à l'aide, je veux avoir la dernière exclusivité, je fais tourner, sauf qu'aujourd'hui, la chose qu'il faut se dire aussi, c'est que les parents sont désormais responsables depuis mai 2024 de ce que l'enfant partage sur les réseaux sociaux. Donc, un enfant qui filme une scène en disant, voilà, j'ai filmé le combat de un tel versus un tel, et je le fais tourner, le parent va être responsable des agissements de l'enfant. Donc, il ne faut pas dire justement, j'ai donné le téléphone. Enfant, c'est jusqu'à quel âge? Donc 18 ans. Jusqu'à 18 ans. D'accord. Et on parle de parents, papa et maman, même si papa et maman sont séparés. D'accord. Je tiens à le dire. Très bonne chose. Je tiens à le dire. Je sais qu'on est toujours très focalisé en fait sur les enfants quand on parle des écrans, mais il y a aussi, et c'est d'abord ça l'origine du problème, c'est vraiment le comportement des adultes eux-mêmes vis-à-vis de ces outils qui ne se maîtrisent pas, effectivement, qui ne régulent pas eux-mêmes en fait leur temps d'écran. Écran au sens large, smartphone, télé, YouTube, WhatsApp, etc. Ça rentre vraiment dans ces usages et qui du coup ne peuvent pas donner l'exemple aux enfants puisque eux-mêmes ils sont sur leur attention est focalisée fait sur ça. Mais ça a été un peu, on va dire, guidé parce qu'il y a eu 2020 où on était tous en télétravail. Avant, il n'y avait pas cette obligation, on va dire, entre guillemets, d'être sur les écrans. Donc, ça a un petit peu modifié aussi les comportements de travail et justement, on peut voir les conséquences sur les enfants. Je me permets juste de rectifier, j'ai mis mai, la loi est sortie, le décret est sorti en juillet 2024 pour responsabiliser les parents. Juillet 2024, vous êtes tous
responsable de ce que votre enfant partage, enfant jusqu'à l'âge de 18 ans. 18 ans. 1000 combien? 18 ans. Non, 1000 quoi? Ça dépend de la faute que l'enfant a fait, mais dans tous les cas, le parent sera convoqué et que le parent se dise, ben, c'est lui qui a décidé tout seul de partager. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Ça va être, mais madame, c'est vous l'adulte, c'est vous qui êtes responsable d'eux. Et justement, ça permettra pour moi, c'est quelque chose aussi, comme on dit, bœuf cajambé, qui permettra aux parents de se dire, attention, je suis responsable, donc je vais quand même vérifier ce qu'il y a sur le téléphone de l'enfant et je vais lui dire, tu ne dois pas faire ça, tu dois faire ça. Je pense que comme c'est une loi toute récente, effectivement, les parents ne sont pas encore vraiment informés. Est-ce qu'il y a des dispositifs justement qui alors, elle en parle justement, Natacha, elle disait qu'il faudrait des 4x3, il faudrait des... Un peu comme... Mais comme du Covid aussi. Non seulement le Covid, mais comme l'alcool. Non. Alors, on parle d'alcool aujourd'hui. Lorsqu'on a l'alcool, on a attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il faudrait qu'il y ait la même chose au niveau des téléphones. Il y a une appli qui peut permettre aux parents. Il y a plein d'applis. Alors, il y a beaucoup d'applis. Il y a pléthore d'applis. Aujourd'hui, depuis le 1er juillet 2024, lorsqu'on achète un smartphone, une tablette ou un ordinateur pour un enfant, il y a une appli qu'on peut activer directement. Mais il faut que les parents décident de l'activer. Il faut savoir qu'elle existe déjà. Il y a Family Link, il y a aussi il y a le temps d'écran. Sur Apple, c'est intégré dedans. Il y a Family Link, sur Apple, c'est intégré temps d'écran, tout simplement. On peut limiter l'interaction. Alors, il y a l'interaction sur certaines applications, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément fermer le téléphone à l'enfant. Vous limitez à TikTok, Instagram, là où il va le plus souvent, TikTok, Instagram, mais surtout TikTok et Snapchat. Même pas forcément YouTube, mais je dis que le plus grave pour moi, c'est TikTok, Instagram et Snapchat, puisque c'est le côté algorithmique qui vous indique avec des vidéos de 30 secondes. YouTube reste le réseau social le plus utilisé. Le plus utilisé, cependant, YouTube n'a pas c'est des vidéos longues que vous allez regarder. C'est pas forcément des shorts c'est sûr. où il y a un chat qui vient et qui saute et puis qui rigole. C'est pas forcément ce qu'on va regarder. Alors, je ne dis pas non pour YouTube. Je dis juste que les réseaux sociaux, en premier, à limiter. Moi, j'aurais dit maximum 2 heures par jour. Et même 2 heures, c'est beaucoup. Et tout dépend de l'âge de l'enfant. On va voir le tableau, les niveaux de l'OMS. Tout à fait. Est-ce qu'on peut avoir à l'écran ces différents niveaux de temps d'écran sur... Alors, moins de 2 ans, c'est aucun écran, sauf pour des appels vidéo occasionnels. Voilà, donc on a aucun écran, pas de télé, pas de tout ça. Hein, voilà. 2 à 5 ans, pas plus d'1 heure par jour. 6 à 12 ans, maximum 2 heures par jour. 12 à 18 ans, maximum 3 heures par jour, en veillant à équilibrer avec des activités physiques et sociales. Alors, l'exemple de madame est très intéressant parce qu'elle a réussi à mettre en place, dès le départ avec sa fille, un certain nombre de règles. Moi, j'ai des enfants qui sont juste un petit peu plus âgés. Ma fille, elle a 12 ans, elle est en 6e et elle n'a pas de téléphone portable. Je crois que ça doit être la seule de son école à ne pas avoir de téléphone portable. J'imagine, d'accord. Voilà, parce que tous les enfants, maintenant, ont des téléphones portables, effectivement, et pas n'importe lequel. Et pas n'importe lequel, même, voilà, merci. Avant même l'entrée, en fait, au collège. Alors qu'on les accompagne à l'école, on les dépose le matin, on les récupère le soir. Mais je ne comprends pas trop comment est-ce que c'est possible. Je suis tout à fait d'accord avec votre réflexion. Les durées données par l'OMS, moi, je les trouve déjà énorme. Je trouve. Et alors que quand on va sur là, et les parents vont dire oui, on respecte à peu près ce temps-là, alors que quand on regarde le téléphone en lui-même et qu'on vérifie avec l'application le nombre d'heures où il est ouvert, on le dépasse très largement. Bien sûr. Très largement. On est bien d'accord, sans pour autant défendre ni l'État ni quoi que ce soit, qu'on apprend en marchant. Oui. C'est-à-dire que les choses sont arrivées tellement vite dans nos maisons, etc., le Covid ayant accéléré les choses, on apprend en marchant et c'est maintenant qu'on se dit attention, mais il y a ça, mais c'est nocif. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est vrai. Et les écoles, la communication. Est-ce qu'on peut justement... Alors, il y a déjà des actions. Bon, les actions de mettre les téléphones dans des casiers, d'accord, mais est-ce qu'ils ont vraiment, en matière de prévention et d'éducation, pas un rôle à jouer? Alors, les écoles ont totalement leur rôle à jouer. Au niveau de la vie des abus, on a mis en place des espaces numériques d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on fait en sorte de montrer à l'enfant qu'il n'y a pas que YouTube, Instagram, TikTok, etc. au niveau des tablettes ou autre chose et qu'on peut apprendre puisqu'on a en fait des espaces numériques de travail. Je cherchais le nom. On a la possibilité de faire autre chose.
de faire autre chose que de divertir l'enfant. Ou alors on le divertit différemment. C'est-à-dire qu'il apprend sans se rendre compte qu'il apprend. Donc, tout a été mis en place dans les écoles pour ça. Sauf qu'après, lorsqu'on passe au collège, c'est pas forcément que l'éducation suit. Alors, il y a certains qui font l'éducation numérique avec dans la morale et civique, dans comment ça s'appelle? Dans la matière morale et civique. Il y a la partie, alors qui parle du cyberharcèlement, mais je trouve qu'effectivement, il faudrait davantage accentuer ces actions. Et aussi, bien entendu, vous l'avez dit, les parents. Oui. Parce que les parents aussi n'ont pas appris. L'école peut aider les parents, mais ce n'est pas le rôle de l'école de suppléer le rôle des parents. Si l'enfant se présente dans l'établissement avec le téléphone, la responsabilité n'est pas de l'établissement, je suis tout à fait d'accord. Bien du parent, je suis tout à fait d'accord. Qui lui a donné un outil qui ne lui est pas nécessaire sur un temps scolaire d'apprentissage, c'est comme une bonne bique, une calculatrice, de relations sociales, effectivement. Natacha, tu voulais Alors, je voulais intervenir sur la loi de 2018, certes. Alors, il faut savoir que les établissements choisissent ou non d'appliquer la loi, ou l'interdiction pour les casiers. Puisque moi qui passe dans des établissements scolaires, surtout au collège et au lycée, tous les établissements n'ont pas de casier il y en a que 5, ou de boîtes pour les téléphones. Il y a des enseignants qui travaillent avec les portables durant les cours. Il faut le savoir aussi. Ce matin, je suis au jardin d'essai. Cet après-midi, je sors de chez vous, je vais à Bainbridge. Je passe l'après-midi là. C'est différent. Pour revenir aux parents, parce qu'il faut vraiment la relation parent-enfant, au niveau des établissements scolaires, ils accompagnent l'enfant, ils doivent veiller à la sécurité pendant que l'enfant est dans l'établissement scolaire, donc ils n'ont pas le droit de fouiller dans les sacs, les cartables. Ils peuvent demander à l'enfant de le faire, mais ils n'ont pas le droit de le faire eux, en tant que professionnels. Mais il faut savoir aussi que la responsabilité vient vraiment du parent, et je rejoins Madame Louisie, désolée, parce que votre fille a 12 ans, et effectivement, malheureusement, j'ai envie de dire, elle va faire partie des rares personnes qui n'ont pas de portable, elle va même peut-être être marginalisée. Elle va peut-être être la personne qui n'a pas... Et puis, comme disait Magali, qui a rebondi rapidement, c'est les téléphones portables. C'est-à-dire qu'on parle de violence, on parle de beaucoup de choses. On sait très bien que devant certains établissements scolaires, il peut y avoir des braquages, il peut y avoir du rackettage. Et pourtant, les enfants ont les derniers iPhones à 1500 balles. Plus cher que le loyer de la maison. Alors, si on veut dire que le téléphone, on en a besoin pour qu'il nous appelle lorsqu'on sort de l'école, alors que le plus souvent, les parents viennent chercher et tout. Mais à ce moment-là, avons-nous besoin d'un téléphone dernier cri? Tout à fait. Alors, je peux rebondir sur... Alors, on va rebondir tout à l'heure. On va faire notre première pause. On aura beaucoup à rebondir. On va rebondir après la pause publicitaire. Voilà, nous sommes dans la deuxième partie et dernière partie, malheureusement, c'est toujours trop courte, mais enfin bon, on fera là le troisième bis de ce débat sur les smartphones et enfants en Guadeloupe entre modernité et risque. Et je rappelle qu'il y a aujourd'hui avec nous 4 femmes. Oui, bon, enfin, moi je suis là souvent. Oui. Je ne les présente plus. Alors, tout à l'heure, je crois que Magali devait rebondir. Elle devait rebondir. Donc alors, parce qu'on a parlé. On a beaucoup parlé. Non, je ne rebondis pas trop haut. Oui. On a beaucoup parlé des écoles qui ont mis en place la règle de la loi, mais il y a aussi les collectivités qui doivent bien entendu mettre en place, alors moi je conseille, à la fin je dirais ça, de mettre en place des ateliers numériques réguliers au niveau des parents. C'est indispensable. Au niveau de la ville des adultes, on a mis en place les jeux digitales, donc c'est un jeu de mots qui se faisait pendant toutes les vacances scolaires. Tous les jeudis, jeux et digital. Non, on avait de l'IA dedans, effectivement. Ça Kevin. Mais il y avait de l'IA. Ah, il y avait de l'IA inside. Il y avait de l'IA dedans. Il y avait de l'IA inside, exactement. Tu veux parler anglais dans le secteur de la personne. Donc, il y avait des ateliers sur la robotisation, il y avait des ateliers impression 3D, mais il y avait surtout des ateliers parents-enfants.
et le temps d'écran, etc. Donc, on a eu 180 participants. Donc, on a fait avec le Parc numérique et le Big Lab qui nous éduquaient, qui font effectivement, qui ont pour vocation, ce sont 2 associations qui ont pour vocation justement d'éduquer et de rompre la fracture numérique. Donc, lorsqu'on parle effectivement d'atelier, on parle aussi de simplement une création d'une adresse mail, puisque aussi il y a des parents qui sont vraiment, on parle d'électronisme aujourd'hui, parce que même si on a le côté temps d'écran, etc., il y a beaucoup de parents qui s'appuient sur l'enfant, montre-moi comment est-ce qu'on fait ça. Et aujourd'hui, ce qui serait nécessaire, c'est que le parent soit éduqué avant l'enfant, bien entendu. Donc, ces ateliers ont été mis en place régulièrement, et d'ailleurs, demain, je ne fais pas de publicité, mais c'est gratuit, messieurs, dames. Demain, ça tombe bien. Aujourd'hui et demain, il y a 2 ateliers pour parents-enfants à Albon, au Rézé. Donc, à 17h, alors je vous dis ça tout de suite, à 17h, oui, je suis obligée de prendre mon smartphone pour voir, je suis désolée. Quand même, on est obligé. Oui. Alors, on a les journées du numérique demain à Albon, donc au centre social du Rézé, à 17h30 à 19h, atelier parents ce soir. Et demain, atelier enfants de 10 à 16 ans, modélisation et impression 3D à partir de 14h30. Donc, si demain après-midi, votre enfant est devant la télé ou devant sa console vidéo, emmenez-le à l'atelier. Donc, voilà, c'est mettre en place justement des accompagnements, des dispositifs tout à fait. Pour les parents, déjà pour qu'ils soient au courant de comment il faut faire pour bloquer. On essaie de le faire tous les mois. En tout cas, voilà. Et c'est ça l'idée vers laquelle vous allez. Et qu'on va continuer, bien entendu. Qui serait une solution. On va passer dans la partie solution après. Mais je voudrais qu'on revienne sur l'influence des smartphones par rapport à notre identité culturelle guadeloupéenne, puisque est-ce qu'on peut dire qu'à cause de ça, il y a comme une perte de valeur et du patrimoine? Tu parlais justement du carnaval avec cet enfant qui regarde même pas le carnaval, qui regarde dans la poussette, ce qui est quand même assez grave. Est-ce que c'est pas le risque justement, c'est qu'on se perde? On est déjà perdu. Je plaisante. Bon, je plaisante. On est loin d'être perdu. On a quand même, parce qu'elle a amené regarder le carnaval, donc c'est déjà une bonne chose. Même si effectivement l'enfant était sur son smartphone, je pense que Madame Louise sera beaucoup plus aguerrie que moi à répondre, mais il est clair que moi en tant qu'élu, je le vois. C'est pour ça qu'on a mis en place ces ateliers, parce que ça va trop vite versus ce qu'on doit apprendre. Et pour apprendre, il faut être sans arrêt là-dessus, pour comprendre aussi comment cela fonctionne. Et surtout ne pas laisser à l'enfant la liberté totale d'utiliser son smartphone. Donc, Karine, moi, effectivement, c'est pour ça que je dis que la famille, en fait, elle est en danger, parce que c'est ses relations, sa manière, en fait, de fonctionner qui est remise en question. On parlait tout à l'heure des parents qui donnent à leurs enfants des téléphones qui sont les derniers sortis, les derniers modèles, mais parce que, en fait, il y a une inversion des rôles, en fait, dans les familles. Maintenant, c'est pratiquement, pour ne pas dire toujours, les enfants en fait qui sont prescripteurs. C'est eux qui demandent au titre qu'ils connaissent mieux la technologie, ils ont entendu parler de l'IA, ils ont entendu parler de telle chose, ils savent manipuler l'outil mieux que nous. Donc du coup, ils demandent, ils ont en fait. Et là où effectivement il y a un danger c'est que on n'a plus cette possibilité de leur transmettre aussi un savoir, une culture guadeloupéenne. On avait ce fonctionnement, par exemple, autour du carnaval. On va y aller en famille, on va expliquer certaines choses. Pour le carnaval en particulier, en tant que Guadeloupéen, l'adulte pourrait expliquer, pour illustrer pourquoi et comment est-ce qu'on en est venu à faire des défilements de groupe à peau. Mais encore faut-il qu'il y ait une possibilité de communiquer sur l'histoire, sur comment est-ce que les choses se sont mises en place, des dialogues avec les grands-parents pour expliquer comment ça se faisait dans le temps, des récits, voilà, les récits, les contes, les veillées, tout ça en fait, il n'y en a plus. C'est que par l'outil électronique qui n'est pas encore à ce jour vecteur en fait de transmission de la culture guadeloupéenne. Donc, tu parlais d'inversion des rôles, justement, j'ai envie de revenir là-dessus. Et les ateliers, ils vont dans ce sens pour pouvoir vraiment éduquer les parents à l'usage du numérique et au bon usage du numérique, parce qu'on est en train de diaboliser le truc, mais en même temps, il y a quand même du positif. Et de revenir sur l'identité culturelle, comment on pourrait arriver justement à mixer les deux. Alors, je sens... Non, ça aussi... en fait, il y a des initiatives. Hein. Voilà. On a une chroniqueuse, Une Voix, Une Histoire. Tout à fait. Une Voix, Une Histoire qui est basée sur l'outil numérique, les podcasts, pour raconter des histoires traditionnelles caribéennes. En Martinique, on a Bidim Conte,
qui est aussi pareil, qui est une initiative sur un espace, sur un support numérique, donc un podcast, et qui raconte. On pourrait aussi mettre en place des concours. Mamie qui raconte à son petit enfant comment ça se passait dans son temps, et ce serait un enregistrement, une note vocale par exemple. C'est-à-dire que ce sont des petites choses, des petits tips qu'on devrait mettre en place, mais qui feraient justement ce lien entre les anciennes générations et les nouvelles générations. Mais il faudrait effectivement des initiatives, davantage d'initiatives publiques pour pouvoir justement inciter cela. Ok. Après, par exemple, pour moi, c'est à double tranchant, parce que vous devez connaître des auteurs qui ont parlé du numérique. Beaucoup en Afrique, on a Yannon et Barbet. Ils avaient fait des articles sur ça en disant que c'est vraiment un double tranchant. C'est-à-dire qu'en même temps, ça permet d'exporter la culture, donc ça permet de partager l'interaction, mais en même temps, ça favorise l'intrusion aussi de toutes les cultures étrangères. Donc en même temps, on a ça, on a ce qu'on peut justement partager, mais on a aussi le côté intrusif, l'isolement, et du coup, il y a un manque de participation en fait de l'enfant, puisque l'enfant qui est sur les téléphones au carnaval ne va même plus regarder le carnaval, ce qui est dommage. Il ne participe plus à la vie active, il ne participe même plus à la vie de famille. Au niveau de la société, il s'isole, et ça, c'est l'aspect négatif que l'on voit de plus en plus. L'enfant, au lieu d'aller sur un site à Petit Canal, le site des esclaves, aller se promener, il va prendre son téléphone, il va regarder, il va dire c'est bon, je connais, j'ai fait. Mais non, il n'a pas participé, il n'a pas vraiment pris le temps d'aller sur le site, il n'est pas sorti, il est enfermé, radiofréquence... Isolement, ça fait beaucoup. Du coup, est-ce que ce ne serait pas de créer des événements qui intègrent le numérique? C'est ce que je disais. Voilà. Créer des événements qui... Inciter davantage à effectivement créer des événements. Peut-être qu'il faut sortir. Des festivals. Filmer les monuments historiques de la ville, un exemple. Filmer et moi, j'ai aussi peut-être une autre réflexion. Alors ça, c'est mon avis. Parce que au cours de mes rencontres, dans la vie, j'ai rencontré aussi des parents qui n'avaient rien chez eux. Et je trouvais que les enfants étaient très bien. Se portaient très bien. Je suis arrivée chez des amis, il n'y a pas de télé. J'aurais demandé, il n'y a pas d'internet. C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais j'ai 2-3 familles que je connais, tous les deux caucasiennes. Un choix volontaire? Un choix volontaire. Il n'y a pas de portable, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de site. Il y a un écran dans une salle, donc ils choisissent les programmes, ils regardent les informations. Les enfants sont jeunes, les enfants sont super éveillés. Par contre, il y a des livres partout. Dans la salle de bain, dans les toilettes, il y a des livres. Mais ça, partout. Natacha, c'est le monde idéal. Mais alors, c'est le monde idéal, mais ça existe. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut... En fait, je ne voudrais pas qu'on se dise... Je ne voudrais pas qu'on se dise que comme on évolue, on est obligé d'aller vers le numérique. Moi, je suis contre ça. On choisit. Les gens choisissent, et pourtant, je vais vous dire quelque chose, les familles qui ont choisi ça ne sont pas âgées. Elles sont jeunes. Les parents sont médecins. Alors, je vais aller même plus loin. Vous vous rappelez, à l'époque, on avait montré aux informations, on avait montré qu'il y avait une école spéciale, je crois que c'était en Caroline du Sud. Ce sont les enfants d'Elon Musk et la les enfants de Monsieur Apple, de Monsieur Samsung. Quand on leur a demandé... En Chine, pareil. En Chine, pareil. Ah oui, bien sûr. Donc, ça veut dire que leurs parents, c'est eux qui créent le digital, qui créent le numérique, qui nous mettent dans cette aliénation. Et quand on demande aux enfants, on avait demandé aux enfants, avez-vous un portable? Non. Avez-vous le droit d'aller sur le téléphone? Oui, à mon anniversaire. Oui, à Noël. Oui, aux vacances. Oui. Et après chaque nouveauté, je veux le dernier. Donc, c'est-à-dire qu'on a un problème chez nous. Oui, bien sûr. Je veux dire qu'en 2024, 2025, il y a encore des enfants. Votre fille n'a pas de téléphone, elle est en 6e. Et alors? Enfin, moi, personnellement, j'ai toujours dit, je récupère ma fille, j'en ai fait qu'une, je récupère ma fille devant l'école. S'il n'y a pas de nécessité, d'obligation, je n'ai pas besoin de donner un téléphone en 6e. Oui. Je la récupère, je sais à quelle heure elle sort, l'établissement, tout est fait pour gérer. Et pendant que tu parlais d'atelier, je vais juste faire une parenthèse. Ma fille à l'école La Persévérance, aux Abîmes, à Boissard, chaque mois, il y a des ateliers offerts, gratuits, proposés pour les parents, avec des psychologues, des thérapeutes, on va vous dire, avec des thèmes, genre mon enfant le nom facile, ou bien là on a un atelier par exemple par rapport à la sexualité de l'enfant, comment ça a été éveillé. Atelier réservé aux parents. C'est-à-dire qu'on demande aux parents gratuitement de venir à 17h30, 18h pour l'atelier. Ah oui, il faudrait que les parents adhèrent plus. Alors moi, ce que je note en fait, lorsqu'on fait des ateliers gratuits, et j'espère sincèrement que les personnes s'y rendront aujourd'hui et demain, c'est qu'il n'y a pas assez d'adhésion des parents. Et en fait, je ne pense pas que ce soit un problème de temps, je pense que c'est un problème de se dire j'ai honte parce que je ne sais pas faire. Parce que beaucoup se disent ça. C'est comme l'illettrisme. Voilà, c'est comme l'illettrisme. On est dans de l'électronisme et pourtant ils ne vont pas y aller parce qu'ils ont honte. Une question. On a cette gêne en Guadeloupe. Une question à toi, directement. Est-ce que les deux collectivités majeures font le job dans ce domaine-là?
Alors là, au niveau du département, je sais qu'ils font le job surtout pour les demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, maintenant que tous les demandeurs d'emploi sont obligés de s'inscrire sur France Travail, etc., il y a eu des ateliers, beaucoup d'ateliers pour les demandeurs d'emploi. Au niveau de la région, il y avait le cyberbus à une époque qui tournait un peu... Il y avait, on n'existe plus. Ben, je n'entends pas parler en tout cas. Ouais. Je n'entends pas parler. Bus des mers. Oui, peut-être. En tout cas, il y avait le cyberbus qui était une très bonne chose. Et si président Chalus m'entend, pourquoi pas ne pas remettre en place ce cyberbus, puisque il y a l'isolation, parce qu'il y a l'isolation avec le téléphone, mais il y a l'isolation du numérique. Il y a cette problématique aussi des personnes âgées qui ne sont pas du tout connectées et qui se retrouvent, par exemple, la retraite, etc., complètement isolées. Donc, il faut un équilibre. Pour les impôts, voilà, exactement. Il faut un juste équilibre et trouver cette petite dynamique qui ferait l'intergénération d'un côté, mais aussi de dire aux personnes âgées, allez, viens, on va apprendre à utiliser. C'est formidable ce que vous dites, parce que c'est vraiment ça, en fait. C'est que le souci aujourd'hui, c'est qu'il faut donner un sens, en fait, à cette démarche du numérique. Donc, ça a des vocations. Il faut l'utiliser aussi pour les bénéfices qu'il peut créer. Et l'exemple, en fait, des grands-parents, on peut les filmer en train d'expliquer l'arbre généalogique au lieu de noter, etc. Mais on fait participer en fait de cette manière, détourner. On a toujours l'outil numérique, mais on a aussi quelque chose en fait qui est informatif, qui est la création du lien. Et je pense que voilà, on peut avoir en fait les deux. Tout à fait. Une question juste rapidement à Karine. Comment la thérapeute agit dans ces cas-là, quand par exemple, des parents ou avec des enfants viennent chez toi? En fait, ce qu'elle disait aussi tout à l'heure était extrêmement précieux parce que souvent, alors, il y a certains parents qui savent, voilà, mais il y en a aussi qui ne savent pas. Et quand on ne sait pas, je parle de manière absolue, pas seulement pour les écrans, je pense qu'il faut être humble aussi et savoir demander de l'aide. Donc, il y a des conseils, donc les enfants peuvent aider, quelquefois les grands-parents, etc. Mais si on est parent et qu'on ne sait pas imposer des limites à son enfant, ça arrive extrêmement souvent. Il n'y a pas de honte, on n'est pas des surhumains, on n'a pas eu de formation parent, mais il y a des thérapies familiales qui peuvent aider à donner en fait cette petite souplesse, ces conseils très pratiques qu'on va pouvoir mettre en place et organiser quelque part la discussion dans sa famille, avec son enfant, avec son conjoint, autour de choses comme le numérique. Et là, vraiment, on peut être sur plein d'outils, plein d'aides. Moi, j'utilise la thérapie cognitivo-comportementale, par exemple, pour venir assouplir en fait ces modes de réaction compulsifs qu'on peut avoir à utiliser les écrans pour chasser l'ennui, pour patienter. Donc, on va déconstruire en fait ces comportements réflexes qu'on a appris et qui sont des comportements nocifs. On peut avoir en fait un travail à faire sur quelles émotions en fait on cherche à cacher, à apaiser en fait avec les outils numériques, et puis ainsi de suite, trouver des techniques, puisqu'il en existe des solutions pour pouvoir substituer cet outil, en fait, substituer la trop grosse consommation, parce qu'on est sur vraiment la surconsommation de l'outil vers des choses qui sont plus ouvrantes, plus bénéfiques, plus épanouissantes, voilà, pour les parents, les enfants, les ados, etc. D'accord. On va revenir justement sur ces solutions et voir une petite vidéo, et je voudrais avoir votre avis sur le sujet. Là, il y en a qui sont à 12 heures de temps d'écran. Comment vous voulez qu'on passe de 12 heures à moins de 4 heures? Ces profs se sont donné une mission, réduire le temps d'écran dans leur classe. Je te raconte. On est avec la classe de seconde 19 à Épinay-sur-Seine en région parisienne. Ici, TikTok et toutes les applis sont utilisées à fond par les élèves. Certains explosent le temps passé devant les écrans. Vous passez combien de temps dessus? 11h30. 11h38. 6h. 8h50. Pour certains, ça monte jusqu'à 12 heures par jour. Et face à ça, les profs ont décidé d'agir. S'ils dépassent une certaine durée d'utilisation de leur téléphone, les élèves reviennent au lycée de 1 à 3 heures par semaine. Et ces heures sub de compensation du temps d'écran, c'est souvent des devoirs ou du sport. Tous les jeudis, vous arrivez en cours de boxe,
Vous nous donnez votre temps d'écran, vous posez dans la caisse, vous allez mettre vos gants. Et le cours commence. 3 semaines plus tard, comme prévu, avant le cours de boxe, c'est le relevé du temps d'écran et les profs voient des progrès. 6h54, Meïssa. 16h et 6h. 6h54, c'est bien, t'as baissé, Meïssa. Résultat, quelques semaines plus tard en conseil des classes, la moyenne générale est supérieure d'1 point à celle des autres classes. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Un prof qui suit ton temps d'écran, est-ce que pour toi, c'est une bonne idée? Alors, je vous relance la question, est-ce que c'est une bonne idée de surveiller les temps d'écran par les professeurs? Pas par les professeurs. Je pense que non. Parce que là encore, on déresponsabilise les parents dans l'école à ce côté éducatif. Oui, voilà, on donne des exemples, on suggère des choses. Mais en dehors de transmettre la connaissance sur des matières français, maths, etc., ou des règles de vie en société, là, c'est de la responsabilité pleine et entière des parents. Et il faut qu'ils participent d'une manière ou d'une autre à faire grandir leurs enfants. L'idée, c'est pas de tout supprimer. C'est utile, on en a besoin, ne serait-ce que pour rester à la page. Mais voilà. Mais de manière régulée, de manière consciente et avec un sens. Voilà, il faut que ça serve à quelque chose. Alors moi, j'ai une réponse un petit peu différente par rapport à l'enseignant qui a pris l'initiative de le faire. Je trouve que c'est un enseignant impliqué et je trouve que c'est une bonne initiative aussi parce que parfois, effectivement, n'oublions pas quand même qu'il y a beaucoup de différences dans les familles. C'est-à-dire qu'on oublie aussi que parfois un enfant ne dit pas tout et subit à des parents qui sont aussi démissionnaires, je le dis clairement, je vais le dire. Donc si le professeur, l'enseignant prend ce type d'initiative et arrive justement à faire évoluer ça au niveau des notes, des notifications et tout, prend l'initiative de le faire et le fait, donc fait en complément, bien sûr, il ne faut pas déresponsabiliser le parent, mais parfois il y a des parents qui ont abandonné, il faut le dire clairement. Ils ne sont pas présents. Moi, je fais des interventions dans des écoles, je vous donnais juste une anecdote, quelque chose qui m'avait choquée. Une fois, j'ai un enseignant, j'étais venue pour une intervention brève sur l'entrepreneuriat. Il m'a dit, Naacha, tu as fait parler des enfants qui parlent jamais. Et il m'a demandé de revenir plus souvent, c'était à Kermanek, dans des classes EBEP. Donc, vous connaissez, à besoin particulier. Et quand je suis arrivée dans la classe, il m'a dit, bon, tu vois cet élève-là, il y avait un élève qui était assez amaigri, et il m'a dit que durant le confinement et durant certaines périodes de grève, ils sont embêtés parce que, comme la maman disparaît quelques jours, l'enfant peut ne pas manger. Et du coup, il faisait des courses dans l'école pour donner à manger à l'enfant. Je dis, mais non, mais je rêve en fait. Il y avait une autre élève, elle a un enfant, on ne sait pas si c'est pour le papa, le frère, enfin bref, l'oncle, enfin bon, peu importe. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'on se dit souvent, le parent doit prendre ses responsabilités. Mais parfois, on a un parent démissionnaire. Alors si on peut avoir un enseignant, si on peut avoir des enseignants qui s'impliquent et qui ne laissent pas tomber, parce que le métier de l'enseignement est un métier très difficile aujourd'hui. Donc il y en a, même si ils voulaient en fait faire l'effort, mais il y en a qui n'en peuvent plus. Donc quand on a ces enseignants qui prennent ce genre d'initiative, je trouve que c'est une bonne chose, puisque justement ça peut permettre, l'enfant se sent quand même accompagné quelque part, même si ce n'est qu'à l'école malheureusement, mais à ce moment-là il se sent accompagné, il est content, et il revient à l'école joyeux, il rentre chez lui peut-être triste, mais il va à l'école joyeux. Et donc je trouve que ça peut être une bonne initiative. Alors ce qu'on peut rajouter, c'est que les parents en question, si cette vidéo je l'ai vue sur internet, et si les visages des enfants ne sont pas floutés, c'est que les parents ont donné leur accord. Bien sûr. Et si, donc les 6 heures, si quelqu'un est 11 heures, on sait que l'école c'est 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. On sait que normalement, si cet enfant a 10 minutes, c'est que le soir, elle n'est pas sur son smartphone, puisque pendant les heures de cours, elle n'y est pas. Donc je pense que c'était une initiative école et parents, puisque les heures où l'enfant est le plus souvent sur son portable, c'est après les cours. Donc, c'est une très bonne chose. Et la bonne chose encore qui a été faite, c'est le partage justement sur les réseaux sociaux, puisque ça peut faire tilter. Tout à fait. Et elle a beaucoup été vue, cette vidéo. Ça peut faire se dire, ah oui, mais quand même, peut-être qu'il faudrait que je fasse attention. J'aurais des meilleures notes. Voilà, les meilleures notes, plus d'attention, un enfant plus concentré, puisqu'on a vu les effets néfastes du smartphone ou de l'utilisation du smartphone de façon excessive. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ce genre d'initiative mise sur les réseaux sociaux passe au niveau des parents et ferait que les parents peut-être s'intéresseraient, j'espère en tout cas, plus au temps d'écran.
Donc, on répète, Donc, Family ça Link, peut être une initiative temps d'écran sur intéressante. smartphone. Exactement. Family Link et temps d'écran sur smartphone, c'est super facile. Vous demandez à l'enfant son smartphone, vous tapez temps d'écran dans la recherche, ça vous met directement le menu et là, vous pouvez choisir le temps que l'enfant passe. Alors, vous aurez un enfant qui sera certainement contrarié au départ. Mais après, il s'y habitue. Mais après, il s'y habitue et puis il fait autre chose. Il y a des activités sportives qui peuvent être proposées, il y a autre chose. J'ai salué une maman dernièrement, puisque vous parlez de l'enfant avec le téléphone à la poussette. J'ai parlé de l'enfant de la poussette, mais j'ai salué une maman. On était dans une réunion dernièrement et les 3 filles sont en train de colorier. Et j'ai pris le micro, on parlait d'autre chose. J'ai dit, je tiens à féliciter cette maman, puisque ces 3 filles sont en train de colorier et elles ne sont pas sur un téléphone portable. Alors, elle était émue, la dame. J'ai dit, mais je tiens à vous le dire, parce qu'aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit. Mais oui. Donc des actions comme ça permettraient pour moi, ce serait positif. D'aller vers un meilleur usage du numérique, en tout cas sain et équilibré, on va dire. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment une collaboration étroite. Encore une fois, on ne fait pas les choses à l'école seulement et on n'est pas derrière les parents à l'école, mais je pense que cette initiative a été faite dans les deux sens. Alors, un dernier mot pour terminer, parce qu'on arrive au bout de notre échange. Oui, déjà, désolé. Chacune, alors, à votre niveau, donc en fonction de vos expériences et de vos compétences, qu'est-ce que vous pourriez avoir comme mot de conclusion? Moi, en conclusion, j'aurais tendance à vouloir dire que le téléphone n'est pas à diaboliser, mais il ne doit pas être... remplacer l'amour et l'attention aussi qu'on doit accorder, et je dis on doit accorder à ses enfants. Voilà. Donc, quand on ne sait pas, il y a toujours des possibilités de se faire aider, effectivement peut-être par des initiatives comme celle-là, où on tire une leçon et que du coup on va pouvoir appliquer des choses issues de ça chez soi. On est perturbateur. C'est pas endocrinien. Il est sur son smartphone. Il est sur son smartphone. Attention. Attention. Vous voyez l'addiction. L'addiction, c'est ça. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir un équilibre. Voilà. On ne peut pas passer du tout au tout du jour au lendemain. L'idée n'est pas non plus de ne plus avoir le téléphone, mais d'en avoir un usage modéré et du coup qui permettent en fait de poursuivre une vie sociale épanouissante. Si vous pouviez parler par exemple de la progression, c'est-à-dire qu'effectivement vous le dites, c'est clair, je ne veux pas que les parents aujourd'hui se disent demande ton téléphone, tu auras qu'une heure. Il faut y aller progressivement, c'est aller de façon brutale. Alors il y avait juste, je rebondis parce que j'ai moi oublié, il y avait une dernière affiche que je voulais montrer à l'écran sur l'usage les solutions éventuellement qu'on peut apporter si on peut l'avoir en parallèle. Non, alors pas celle-là, l'autre. Ça c'est toujours le temps d'écran. Voilà. Donc ça, c'est 4 pas vers un meilleur usage du numérique. Par exemple, pas le soir, pas pendant qu'on mange. Pas dans les chambres. Pas dans les chambres, voilà. Donc c'est des règles de, on va dire, savoir-vivre, on va dire, qui vont peut-être aussi permettre aux parents d'avoir des petits outils pour, à leur niveau, déjà agir. Ça, c'était juste parce que j'avais oublié de le mentionner. C'est important, voilà. Vous pouvez screenshotter l'écran et revenir dessus si besoin. Merci Karine. Donc Natacha, si tu veux... Alors ma conclusion, ce serait de dire aux parents qu'il n'y a pas de mauvais parents, il n'y a pas de mauvais enfants. Vous êtes des exemples, Iman l'a dit dès le départ, par rapport à notre façon de faire. Si nous, dès qu'on rentre chez nous, on est collé dans un téléphone et tout, on ne peut pas espérer avoir un enfant qui ne fasse pas de même. Donc, dans notre comportement, on doit revoir aussi notre comportement face à tout cela. Pas de téléphone à table, pas de ci, pas de ça, pas en sortie, pas en voyage. Quand je voyage avec mon compagnon et tous les enfants, on interdit les téléphones dans la voiture. On leur dit, regardez le paysage, regardez les trucs. On ne veut pas vous voir dans la voiture avec un téléphone. Donc, notre comportement va avec. N'abandonnez pas. Il n'est jamais trop tard. C'est pas parce qu'on est, parfois je sais, on est humain, on est fatigué, on se dit, ah voilà, on lâche un. Créer des activités. Il y a tellement de belles choses à faire avec son enfant. Les enfants sont tellement intéressants, mais il faut que nous aussi, on s'investisse à ce niveau-là. Voilà ma conclusion. Merci Magali. Alors, je dirais, venez aux ateliers. Oui. Écoutez, moi je vais parler, je vais prêcher pour ma paroisse.
Au sein de la ville des Abîmes, nous avons des ateliers régulièrement. Comme on dit, on ne peut pas dire qu'elle nous pas né, nous pas qu'à faire. Maintenant, mettez-vous. Quand j'ai su que Magali était là, juste une parenthèse, j'étais tellement contente, je me suis dit, ah Magali. Moi, je parle de concret, comme on dit. Donc, on fait, et c'est gratuit. C'est gratuit. Donc, venez. Alors, demain, ce soir, 17h30, au centre social du Rézé, de 17h30 à 19h, 1h30, messieurs, dames, pour vous parler des parents avec le ticosé autour du cyberharcèlement, entre autres. Et demain, atelier enfants de 10 à 16 ans. À 14h30, c'est gratuit. C'est pour vous, la population. Donc venez, et ceux qui ne sont pas abîmés, vous pouvez venir aussi. Juste une dernière parenthèse, monsieur Androuis, que vous connaissez. Oui. Tout à l'heure, on parlait des personnes âgées. Je sais que l'association Loïc Martol Réflexe Guadeloupe a souvent fait des ateliers pour les personnes âgées. J'ai toujours trouvé cette initiative extraordinaire. Donc merci Loïc Martol pour ça. Réflexe Guadeloupe travaille avec les personnes âgées sur le numérique. Et je salue toutes les initiatives sur tout le territoire de la Guadeloupe, pas que sur les Abîmes, parce qu'il faut multiplier ce type d'atelier sur tout le territoire. La région. Une question à tout le monde. Qui a déjà passé une journée sans smartphone ou sans téléphone? Oui, en vacances, extérieures. Oui. Une journée. Ouais, j'ai offert à mon fils un livre, il n'a pas aimé. Oui. 15 jours sans réseau. Oui. 15 jours sans réseau. Et c'était pendant les vacances. Et je lui ai fait faire le challenge. Ça a été dur, mais il a tenu. C'est bon. Il y a une petite... Pas toi. Alors, sans utiliser le téléphone à des fins personnelles, oui, puisque si c'est juste pour le GPS, quand on conduit à l'étranger, pas en Guadeloupe, c'est sûr. Je suis à l'entreprise, j'ai toujours des WhatsApp, des messages. Si je laisse passer une journée sans téléphone, le lendemain, je peux pas. Je peux pas répondre à tout le monde, je suis surchargée. Donc, c'est pour ça que je suis obligée souvent d'aller dessus pour épurer, en fait. Oui. Mais en extérieur, oui, parce que même moi, j'avais pas envie, j'ai envie de couper. Donc, uniquement pour le GPS, il me servait à regarder, j'ai trouvé un lieu, oui, mais pas à utilité personnelle. Ah, moi, c'est mon outil de travail. Non, j'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé. Alors, la dernière question, qui a déjà fait 2 km retour, parce que j'ai oublié mon portable à la maison. Oui, aussi. Oui, quand on travaille avec, on ne peut pas partir. On fait demi-tour. C'est l'outil de travail. On fait demi-tour. C'est un outil de travail. Non, alors il ne faut pas jouer l'hypocrisie. Oui, on dit la vérité. C'est l'outil de travail. Je ne dis pas que je passe du temps sur les réseaux sociaux, je travaille avec. Combien d'heures par semaine? Moi, je travaille 7 heures. 7 heures par jour? Oui, mais je travaille. Moi, j'ai des postes à publier, etc. Non, quand on travaille avec, c'est difficile. On va faire demi-tour. On n'est pas sur les réseaux sociaux forcément. Mais c'est pas pour faire du TikTok ou faire des montages vidéo. On n'a pas le temps de faire ça. C'est un métier. Ça. Bon, c'est un très bon débat qui mérite une suite parce que. Il mérite vraiment une suite. Faire la suite sur l'intelligence artificielle à l'école. Mais oui, sur l'intelligence artificielle. Bah oui, parce qu'il y aurait aussi sur le cyberharcèlement, tu sais, dont on parle. Oui, très important. On va avoir une chronique là-dessus bientôt. Mais c'est important parce que l'électronisme existe parce que si les parents aujourd'hui sont obligés de se reporter sur leurs enfants, c'est parce que bien sûr ils n'ont pas la formation. Et c'est ça où tu disais qu'il y a un établissement scolaire qui fait des formations. La Persévérance fait des ateliers gratuits. Oui. Et des ateliers pour les parents. Insiste lourdement. Les centres sociaux, les espaces numériques de service. Donc, alors je vous donne à La Croix, à Grand Camp, au Rézé, à Doups aussi, on a des centres sociaux avec des espaces numériques de service, avec des agents numériques qui sont là pour vous écouter et comprendre quelle est la problématique et aider les parents et enfants. Et on va se faire plaisir. Je dis souvent qu'aux ZCL, il n'y a que des experts. Oui, et la preuve... Toi, tu es l'expert des experts. Toi. Et la preuve, c'est qu'on fait des débats de haut niveau et de bon niveau et à la portée de tous. Et on va continuer. Merci en tout cas pour les gens qui nous ont suivis. Le replay, merci Magali. Merci Natacha, c'est ça? Mélotia. Merci Karine. Merci Iman qui a eu cette idée. Et il y aura une suite. Et si vous avez raté le début, vous avez eu tort vraiment, il y a le replay sur zcl.tv ou sur Canal 10 replay. Donc regardez et faites regarder avec vos enfants.